oui. Alors, vous avez d'un côté les sites de l'opposition. Il n'y aura pas de vote le 31 octobre. On peut considérer que oui. Alors, vous avez d'un côté... Vous êtes journaliste indépendant et fin connaisseur de l'Afrique, merci d'être avec nous ce soir. Le vote s'est finalement tenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce un pari réussi pour le président Alassane Ouattara? Si l'on s'en tient à ce qu'était la prophétie de l'opposition, il n'y aura pas de vote le 31 octobre, on peut considérer que oui. Alors, vous avez d'un côté une commission électorale qui vous dit qu'il y a à peine une quarantaine de bureaux dans lesquels les opérations électorales auraient été entravées, ce qui est évidemment une estimation ridiculement basse. Et vous avez de l'autre côté des gens qui vous expliquent qu'à l'est et à l'ouest du pays, 90% des lieux de vote ont été neutralisés, excessifs également. Ce qui est vrai, c'est que le taux de participation, effectivement, critère majeur. Il faut se souvenir, par exemple, qu'en 2010, on avait eu plus de 83% de participation officielle, bon, dans un moment extrêmement polarisé, avec une pluralité de candidatures, certes, et en 2015, sur un format un peu différent, puisque de cette manière, Henri Konan-Bédié s'était retiré au profit d'Alassane Ouattara, on était à 52,8%. Très franchement, je serais sidéré d'apprendre que le taux de participation réel est aujourd'hui, disons, supérieur à 55 ou 60%. Vous avez une plateforme de la société civile, il y en a eu plusieurs d'ailleurs qui ont déployé des observateurs, dont une qui s'appelle Indigo, qui a déployé 1000 observateurs et qui estimait que, par exemple, à midi, il y avait 21% des bureaux qui n'étaient pas encore ouverts. L'ont-ils été après? Pas sûr. Donc, très clairement, si l'on considère que l'impératif catégorique pour le sortant Alassane Ouattara était que ces élections aient lieu, oui. Maintenant, à quel prix? Et quelle serait la légitimité d'un sortant dont on sait très bien que la candidature est éminemment controversée et qui en plus devrait d'une certaine manière son élection par défaut à une forme de boycott? Et au passage, un petit mot juste sur la stratégie de l'opposition, que pour ma part, je trouve à peu près indéchiffrable. Alors justement, cette stratégie de l'opposition, cet appel au mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott, que signifie-t-il aujourd'hui? Eh ben, moi, je suis assez perplexe parce que, bon, vous vous souvenez au départ, 44 dossiers de candidature, on en retient 4 qui sont validés par les instances réputées compétentes. Bon, là-dessus, vous avez 2 candidats, Henri Konan-Bédié et Pascal Afine-Guessant, qui nous parlent de boycott actif et de désobéissance civile, sans nécessairement préciser la teneur de ces concepts. Et vous avez un 3e candidat, on vient de le rappeler à l'instant, on l'a vu tomber du ciel pour aller voter dans son fief de Katiola, qui lui joue le jeu en quelque sorte. Bon, donc déjà c'est très compliqué. Et puis en plus, quand vous voulez saper la légitimité d'un sortant, non seulement vous prenez le boycott, mais vous retirez votre candidature pour qu'il soit seul dans l'arène. Or là, on prône la désobéissance et le boycott, mais on ne retire pas formellement la candidature. Justement, on va revenir sur ce sujet, mais avant, je vous propose d'écouter Pascal Afine-Guessant. L'opposant s'exprimait tout à l'heure. Écoutez-le. Nos compatriotes ont boudé, dans leur très large majorité, l'opération que M. Alassane Ouattara a tentée ce jour. Son coup d'État constitutionnel et électoral a été un échec. Les Ivoiriens ont refusé de s'associer à cette mascarade d'élection. Alors on vient d'entendre Pascal Afine-Guessant. Avec Henri Konan-Bédié, ces 2 candidats de l'opposition appelés au boycott du scrutin. Cependant, ils ont maintenu leur candidature. Quel est le sens du maintien de ces candidatures? Écoutez, là encore, j'ai du mal à me l'expliquer en termes de sciences politiques. Alors, ça peut vouloir dire qu'on veut d'une certaine manière rester sur la scène, on veut rester audible et surtout, on veut garder la maîtrise de son propre camp. On sait que côté Afine-Guessant, le FPI reste quand même un parti fracturé, puisque lui est à la tête de ce qui est considéré comme le Front populaire ivoirien légal. Vous avez d'autres tendances, évidemment, dont celle qui se reconnaît dans le seul personnage de Laurent Gbagbo. Et puis, on sait aussi que de son côté, Henri Konan-Bédié, il a dû, en quelque sorte, étouffer une rébellion de la jeune garde de son parti. Donc, c'est rester sur la scène, s'exprimer. Cela dit, Bédié ne s'est pas beaucoup exprimé. Il a plutôt envoyé les lieutenants. Et donc, je reviens à mon propos initial, je trouve cette tactique assez illisible. Justement, vous parliez de la jeune garde de l'opposition. On va écouter Kouadio Konan-Bertin, ancien du PDCI, aujourd'hui candidat indépendant pour cette présidentielle. On l'écoute. Il y a eu trop de morts dans ce pays.
trop de sang versé sur le sol de Félix Houphouët-Boigny, j'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste debout et vivante. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Le temps de la paix est devant nous, vivons-le et puis vive la Côte d'Ivoire. Kouadio Konan-Bertin, candidat indépendant lors de cette élection en Côte d'Ivoire. Une trentaine de personnes sont mortes depuis le mois d'août lors des manifestations qui ont viré, dans certains cas, aux affrontements interethniques dans plusieurs villes du pays. Que révèlent ces troubles en ce qui concerne l'état d'esprit des Ivoiriens? Écoutez, moi j'ai la conviction, à tort ou à raison, qu'il y a une forme de déni aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un peu balayé sous le tapis les fractures et les tourments qui sont hérités non seulement de la crise post-électorale 2010-2011, mais il faut rembobiner le film. Ça commence bien avant. Vous savez, Quand est-ce que ça commence justement? 1993, c'est-à-dire avant même le coup d'État de Robert Guéhi. Vous savez, il y a une formule en France, comme les leaders ivoiriens font souvent référence à Charles de Gaulle, qui dit « tout le monde a été et ou sera gaulliste ». Tout le monde au pays des éléphants a été et ou sera oufouettiste. À tel point d'ailleurs qu'on ne sait plus très bien quelle est la part d'héritage qu'on revendique. Mais en 93, n'oublions pas que vous avez deux prétendants au chevet d'Oufoué, qui sont précisément Henri Konan-Bédié, alors président de l'Assemblée nationale, et le Premier ministre, un certain Alassane Dramane Ouattara. Vous avez déjà donc une première ligne de fracture. Et ensuite, au fur et à mesure de l'histoire politique et électorale, toutes les combinaisons sont possibles. Le 2 contre 1, A et B contre C, A et C contre B, etc. etc. Donc si vous voulez, on a aujourd'hui, dans l'arène politique ivoirienne, des revanchards. Ils ont tous une revanche à prendre sur le passé, sur une mise à l'écart, sur une éviction, sur une condamnation, des revenants et des fantômes. Je fais évidemment là allusion au spectre de Laurent Gbagbo, au spectre redevenu bien vivant, voilà quelques jours, qui flotte sur ce paysage. Et tout ça dans un pays dont les 3/4 de la population ont moins de 35 ans, dont l'âge moyen est de 19 ans. Alors on va me dire évidemment oui, mais le respect de l'ancien, le respect... Oui, enfin, il y a aussi une modernité politique dont les Ivoiriens ne sont pas totalement étrangers, auxquels ils ne sont pas étrangers. Donc, je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'assez paradoxal dans ces combats. Et au fond, il y a aussi une dimension d'ego là-dedans. Il y a aussi une dimension d'ego. Vous avez des propos qui ont été tenus récemment par Alassane Ouattara dans plusieurs interviews, où il menace de représailles ceux qui ont prôné la désobéissance civile, et puis aussi où il dit si Konan-Bédié arrive au pouvoir, c'est la catastrophe. Je ne peux pas laisser faire ça. Après moi, le chaos. Oui. D'une certaine manière. Sans moi, le chaos, oui. Lors de son arrivée au pouvoir, il y a 10 ans, le président Alassane Ouattara avait mis l'accent sur la réconciliation. Estimez-vous aujourd'hui que cet objectif est atteint? Non, à mon sens, c'est son grand échec. On peut discuter de son bilan économique, par exemple, plutôt flatteur sur le plan macroéconomique, problématique en termes de pauvreté, alors qu'il certes a reculé, mais il y a encore aujourd'hui plus de 40% des Ivoiriens qui végètent